toutes et à tous dans cette quatrième émission de l'atelier numérique du Lab consacré à l'accessibilité numérique. Alors l'accessibilité numérique, c'est un thème que nous avons inscrit sur notre feuille de route en 2023. Et en 2023, l'actualité politique et réglementaire a confirmé les enjeux et les défis liés à cette thématique. Alors effectivement, au sein de l'atelier numérique, traiter de l'accessibilité numérique, ça devient essentiel dans la mesure où on traite des innovations et transformations numériques. On ne peut dissocier aujourd'hui l'accessibilité numérique de toutes ces transformations qui entraînent une montée en charge des services aux usagers, mais aussi aux collaborateurs au sein de la sécurité sociale. Alors l'accessibilité numérique, c'est une obligation légale depuis la loi de 2005 et c'est une obligation qui certes s'impose à tous depuis 2005, mais ce qu'il faut rappeler, c'est aussi un élément majeur des politiques d'inclusion que nous portons tous et que nous mettons en place au sein de la sécurité sociale, tant pour les usagers que pour les collaborateurs en tant qu'employeurs sécurité sociale. Alors l'accessibilité numérique, c'est évidemment essentiel dans un environnement où tout est numérique. Il faut donc rendre accessible à tous ces applications et ces services. Et c'est un autre point de l'accessibilité numérique qu'il faut souligner, c'est que l'accessibilité numérique est destinée à tous, dans ce sens qu'elle permet à tous d'utiliser, de comprendre et de naviguer sur des services et des contenus numériques qui sont au final destinés à tous, bien sûr, y compris aux personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut souligner également, c'est que l'accessibilité numérique, et on le verra tout à l'heure avec nos invités, l'accessibilité numérique, en fait, améliore la qualité, la navigation et l'ergonomie des applications et permet de mettre à disposition une expérience digitale optimale avec, bien sûr, une attention particulière aux personnes en situation de handicap sensoriel ou moteur. Alors l'accessibilité numérique, je le disais, est une obligation légale. Donc elle a fait l'objet de plusieurs dispositions légales et réglementaires depuis 2005. Donc le premier texte, c'est donc la loi du 11 février 2005, avec son article 47, qui instaure un droit fondamental à l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Cette loi est importante parce qu'elle instaure en fait également un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité par un décret d'application en 2009. C'est une loi qui s'applique au départ à toutes les communications publiques des services publics et qui va fixer aussi une échéance en 2012 à toutes les personnes morales de droit public, toutes les personnes morales ayant une délégation de service public ou d'intérêt général à partir de 2012. Donc c'est une grande étape que cette loi de 2005 pour l'accessibilité numérique, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en parallèle, elle a ouvert la porte à d'autres textes, notamment au plan européen, avec la parution de 3 directives entre 2015 et 2019 qui vont favoriser l'harmonisation des obligations et de la mise en application de l'accessibilité numérique au plan européen. Alors la loi de 2005, la deuxième étape qui suit cette loi, c'est le décret du 24 juillet 2019 qui montre une évolution majeure dans l'accessibilité numérique puisque ce décret en fait élargit le périmètre des entités assujetties à cette obligation puisqu'il concerne à partir de 2021 les entreprises du secteur privé qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros annuels et qui, dorénavant, sont soumises aux mêmes obligations que le secteur public. Ce décret entraîne également de nouvelles obligations pour les entités assujetties. Donc, il s'agit pour elles de publier une déclaration de mise à niveau de leur accessibilité numérique sur les pages d'accueil des sites et de publier également le schéma directeur d'accessibilité numérique qu'elles doivent définir et mettre en place, mais on y reviendra également tout à l'heure avec les retours d'expérience qui seront présentés sur le plateau.
Donc le décret du 24 juillet 2019, donc deuxième étape principale en tout cas pour la réglementation française, qui est aussi une déclinaison des directives européennes. Et la troisième étape majeure en matière de cadre légal et réglementaire est toute récente puisqu'il s'agit du décret, de l'ordonnance, pardon, du 6 septembre 2023 qui a été adoptée en fait le 22 novembre, donc c'est tout récent, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et là, cette ordonnance, en fait, elle montre un virage important dans la politique publique en matière d'accessibilité numérique, puisqu'il y a, avec cette ordonnance, un renforcement à la fois des obligations et des sanctions. Donc, puisque cette loi va instaurer un régime de contrôle par l'Arcom pour les services publics et un régime de sanctions qui sera appliqué en cas de manquement à ces obligations. Donc on voit bien qu'il y a une évolution dans le dispositif légal et réglementaire qui montre la volonté aussi de la puissance publique de renforcer et surtout de monter en charge sur l'application de l'accessibilité numérique et qui vise aussi à garantir un objectif politique qui a été fixé en avril 2023 à l'occasion de la Conférence nationale du handicap et qui vise à atteindre le 100% accessible pour toutes les entités assujetties à ces obligations en matière d'accessibilité numérique. Et cette obligation du 100% accessible, on le verra, est complexe à mettre en place, est fixée à une échéance de 2027. Donc, ce qui veut dire que cela montre tous les enjeux et les défis que pose la mise en place de cet objectif du 100% accessible. Alors, si l'on arrive là à cette dernière ordonnance, qui est beaucoup plus sévère, qui durcit le cadre légal et réglementaire, c'est que depuis 2005, donc depuis 18 ans, les résultats, bien sûr, ne sont pas au rendez-vous. Et c'est pour cette raison que l'accessibilité numérique doit passer à la vitesse supérieure. Donc, les résultats, on peut se baser sur l'Observatoire de l'accessibilité numérique de la Fédération française des aveugles, qui mène régulièrement des enquêtes auprès des sites qui sont assujettis à ces obligations. Et il y a plusieurs chiffres qui sont publiés, mais il faut retenir deux chiffres qui sont plutôt décevants et même pour certains alarmants. Tout d'abord, sur une campagne de contrôle qui a porté sur 2224 sites, seulement 1% étaient totalement conformes. Alors on verra tout à l'heure que ce totalement conforme est complexe aussi à atteindre et on verra dans quelle mesure on peut le mettre en place. L'autre chiffre important à retenir, c'est que, toujours selon cet observatoire de l'accessibilité numérique, c'est que sur ces sites contrôlés, seulement 3% déclarent être conformes à l'obligation d'affichage. Donc, ce qui est encore plus inquiétant, puisque cette déclaration, même si avec cette déclaration, les sites ne sont pas forcément conformes au règlement général de l'amélioration de l'accessibilité, cela montre quand même une intention et un plan d'action surtout pour aller vers plus d'accessibilité numérique. Donc on comprend donc avec ces chiffres, avec ce dispositif légal et réglementaire qui se renforce, avec cet objectif politique du 100% accessible, qu'il y a des enjeux, y compris pour nous, bien sûr, à la sécurité sociale, d'aller vers ce 100% accessible, à la fois pour répondre à nos usagers, mais aussi pour les collaborateurs de la sécurité sociale, puisque en tant qu'employeur sécurité sociale, nous devons mettre en place l'accessibilité numérique. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités et qui vont à la fois éclairer sur différents aspects des enjeux et défis posés par l'accessibilité numérique. J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Anne Pézut. Anne, qui est chef de projet digital à la direction de la communication à Lucans. Anne est également référente accessibilité numérique à Lucans. Et Anne, vous êtes également titulaire d'une certification Opquast. Vous aurez l'occasion de nous en reparler tout à l'heure, je crois. Tout à fait. Donc, nous avons également à distance Julie Barachar. Julie
est architecte logiciel à la DSI de Lucans. Julie est également référente accessibilité numérique. Et Julie, également certifiée AccessiWeb, qui est une certification pour pouvoir ensuite auditer les sites web. Nous accueillons également Franck Miolet. Franck est responsable études et développement à la DSI de Lucans. Et Franck pilote la démarche d'accessibilité numérique à Lucans et il a piloté le projet La Sécu Recrute qui, je le rappelle, a obtenu le 100% accessible au mois d'octobre dernier. Alors, à côté du témoignage de Lucans, qui va plutôt porter sur le retour d'expérience sur la mise en accessibilité numérique, notamment sur le site La Sécu Recrute, nous avons le plaisir aussi d'accueillir nos collègues de la branche famille qui vont nous présenter donc les enjeux et défis posés par l'accessibilité numérique au sein de la branche famille. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Éric Druhen, qui est directeur de la direction numérique et échange au sein de la DSI de la CNAF. Et j'accueille également Édouard Franc, qui est chef de projet maîtrise d'ouvrage offre digitale et qui travaille sur le compte CAF. Donc Éric et Édouard vont donc nous présenter plus en détail toute la démarche mise en place par la branche famille et surtout la trajectoire mise en place pour atteindre le 100% accessible. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste rappeler que nous avons, comme à l'habitude, élaboré un dossier de veille qui comprend une série d'articles sur le thème que nous traitons, à la fois sur le cadre légal et réglementaire, sur les profils concernés par l'accessibilité numérique et sur les technologies qui sont mises en place au service de l'accessibilité numérique, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors ce dossier de veille vous sera diffusé d'ici quelques jours et sera ensuite disponible sur le site de Lucans et sur le site du lab sécuritésociale.fr. Je rappelle également que vous aurez la possibilité d'adresser des questions que nous essayerons de prendre après les interventions de tous nos invités. Nous prendrons quelques questions pour répondre à vos demandes de précision ou pour compléter les échanges qui se tiennent. Et puis, je rappelle également qu'en fin d'émission, nous vous adresserons un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie par avance de bien le remplir puisque ça nous permet d'améliorer la qualité de nos émissions. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne qui va nous préciser un peu les différentes formes de handicap et nous permettre de nous mettre à la place des personnes en situation de handicap, enfin quelques handicaps, et nous mettre en évidence en fait les difficultés que pose l'utilisation de services numériques. Tout à fait, merci Malika. Déjà, avant en fait, de répondre directement à la question, j'aimerais partager avec vous une vidéo qui a été produite par l'association Valentin AI, donc, qui est une association de défense de personnes avec des déficiences visuelles. Et c'est une vidéo qui est assez éloquente déjà sur les blocages et les empêchements qui peuvent être rencontrés au quotidien par ces personnes. 17 ans après la loi handicap, moins de 10% des sites internet sont accessibles pour les personnes déficientes visuelles. Bonjour, les sites web hors la loi. On vous voit. On vous voit. Je suis aveugle, je suis très malvoyante. Je suis complètement non-voyante. Quels sont les blocages que vous rencontrez sur internet? Commander un billet d'avion. Ce qui bloque sur les sites avec les lecteurs d'écran, c'est les calendriers pour choisir les dates de vol. Si tant est qu'après on arrive à passer cette difficulté, il y a les CAPTCHA. Là, c'est quelque chose des images visuelles ou un test audio inaudible. Pour réserver un taxi, ça me prend une demi-heure. Pour déclarer mes impôts, à un moment, le site des impôts m'a demandé de corriger ce qui était encadré en rouge. La plupart du temps, je laisse tomber comme ça. Quand je passe plus de temps à acheter un billet de train qu'à faire le trajet de façon effective, ça me met dans un état de nerfs insupportable. J'essaie de faire mes courses en ligne. La plupart du temps, je laisse tomber parce que c'est trop chargé. On recherche un emploi et qu'on est déficient visuel. C'est difficile de s'inscrire sur le site. Des réductions pour l'accès à la culture, au transport quand on est demandeur d'emploi.
tous ces droits-là, du coup, j'ai pas accès. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Une des propositions, ce serait de développer une filière des métiers de l'accessibilité numérique. Il faudrait que tous les gens qui produisent du numérique soient formés à l'accessibilité. Comme une autorité de contrôle qui permettrait d'agir. Bah oui, malheureusement, il y a toujours besoin d'une police. Je pense qu'avant de sanctionner, c'est aussi pour avoir les outils nécessaires pour se conformer aux règles aussi. Consultez les 12 propositions pour l'accessibilité numérique sur le site de l'association Valentin AUI et signez le plaidoyer. Et vous, est-ce que vous pourriez vous passer l'Internet? Logo de l'association Valentin AUI avec les aveugles et malvoyants. Voilà, en fait, cette vidéo, comme je le disais, est tout à fait éloquente de ce qu'on... Elle illustre très bien, en fait, ce que c'est que le handicap. Le handicap, en fait, clairement, c'est quand une personne est empêchée de faire quelque chose en raison d'une déficience, mais surtout à cause d'un environnement qui n'est pas adapté à ses capacités. Et ça, c'est vraiment la notion qu'on essaie de faire comprendre, c'est que le problème ne vient pas de la déficience de la personne, mais bien d'un environnement qui n'est pas adapté aux capacités qu'elle a. Donc, on le voit très bien dans cette vidéo, quand vous mettez une demi-heure à commander un taxi alors que n'importe quelle personne va mettre 1 minute, vous êtes clairement empêché de faire quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire vos courses en ligne comme n'importe qui d'autre, vous êtes empêché. Donc c'est vraiment ce que vous disiez, hein. C'est une question de droit, d'atteinte aux droits des personnes. Alors là, on a eu des exemples de personnes qui portaient des déficiences visuelles, mais il y a d'autres types, on va dire, on ne va pas les détailler tous parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a d'autres types de handicap. Par exemple, si vous souffrez d'une déficience auditive, que vous souhaitez avoir accès au contenu d'une vidéo, par exemple, qui n'est pas sous-titrée, ou qui n'a pas d'alternative textuelle de type transcription, clairement, vous êtes empêché d'avoir accès à une information au même titre que tout un chacun. Autre exemple, vous êtes handicapé moteur. Le matériel informatique classique, standard, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser votre clavier, vous ne pouvez pas utiliser votre souris. Vous allez par exemple utiliser une aide technique. Alors il y a plusieurs sortes d'aides techniques, mais on va donner par exemple l'exemple d'une commande vocale. Vous utilisez une commande, vous utilisez vos mots pour naviguer soit sur le web ou pour utiliser une application. Si l'application n'est pas adaptée, n'est pas compatible avec la technologie que vous utilisez, vous ne pouvez rien faire. Vous n'y avez pas accès, tout simplement, quoi. Donc, on a aussi, alors on parle beaucoup, voilà, de déficience moteur ou de déficience sensorielle, mais on a aussi des troubles cognitifs qui peuvent être très handicapants dans ces situations-là. Par exemple, vous souffrez de dyslexie, de dyspraxie, vous avez un petit du mal avec tout ce qui est écrit. Si vous êtes face à un contenu qui n'est pas structuré, qui est extrêmement long, qui n'est pas structuré en titre, en sous-titre, qui n'est pas clairement perceptible avec des caractères qui ne sont pas adaptés à votre déficience, ça peut vite devenir un enfer pour avoir accès de la même façon que tout le monde aux informations qui vous sont présentées. De la même manière, un formulaire qui serait surchargé ou mal construit, pas simple à percevoir, avec des informations trop complexes ou des choses ambiguës, contradictoires qu'on ne comprend pas rapidement. Ça peut vite devenir, en fait, pour beaucoup de personnes, vraiment un parcours du combattant pour effectuer des actions finalement qui sont assez banales aujourd'hui avec le web. Dernier exemple, en fait, auquel on ne pense pas souvent, mais c'est tout le spectre des troubles de l'attention.
Et là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle les handicaps, entre guillemets, invisibles. Donc, on peut rencontrer des personnes et pas du tout se douter qu'elles peuvent avoir, par exemple, un problème d'attention. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont décrocher rapidement parce qu'un site met du temps à se charger, par exemple. Donc, c'est des personnes qui peuvent rapidement perdre le fil de ce qui se passe. Et tout ça, c'est dû à un trouble. Alors, c'est vraiment pas de leur fait, hein, mais parce que le site met trop de temps à se charger, elles vont se perdre dans ce qui se déroule à l'écran. De la même façon, des pop-up qui s'allument dans tous les sens ou des choses clignotantes, ça peut être très très compliqué. Voilà. Alors, en fait, on a vraiment des situations où il faut vraiment qu'on s'imagine l'anxiété que peuvent produire ce genre de situations qui sont tout à fait banales pour beaucoup d'entre nous. Et la dernière chose en fait sur laquelle je voudrais appuyer, c'est de vous dire qu'en fait, on estime que 15% de la population française serait porteuse d'une déficience. 15%, c'est énorme. Donc ça veut dire que si on ne produit pas d'applications ou de sites accessibles, on prive, on va dire, à peu près 15% des personnes d'avoir accès à l'information de manière égale à tous, quoi. Voilà, c'est à peu près les exemples un peu généraux que je souhaitais vous donner pour essayer de se mettre un petit peu à la place des personnes qui sont dans ces situations-là, et puis même de manière plus large, comme vous disiez tout à l'heure, on peut tous se retrouver quelque part dans une situation qui va nous handicaper. Même si on n'est pas handicapé de manière définitive, on va dire, on peut temporairement aussi avoir besoin d'accéder à des outils qui sont paramétrés pour nous permettre d'avoir l'information ou de faire des choses, remplir un formulaire, regarder une vidéo, de manière simple, facile et à la même vitesse que tout le monde. Merci. Merci Anne pour ces précisions qui nous permettent de bien comprendre en fait la situation des personnes en situation de handicap face à une interface numérique quand elle est mal conçue et surtout quand elle n'est pas accessible. Alors pour poursuivre notre instruction de cette thématique, je vais donner la parole à Julie Baratchar qui va nous expliquer comment elle a travaillé sur le site La Sécu Recrute pour le rendre 100% accessible. Donc Julie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Nous avons eu la chance justement sur ce site de pouvoir penser l'accessibilité du site en respectant les critères et donc de travailler au fil de la création de chaque élément du site, de penser la navigation au clavier par exemple et de prendre en compte tous les critères d'accessibilité. Je vais partager mon écran. Donc nous sommes sur le site de la Sécurité sociale, sur le site de la Sécu Recrute, excusez-moi. Je vais me mettre à la place de quelqu'un qui navigue au clavier. Et donc, par exemple, quand on arrive au clavier sur un site, qu'on navigue au clavier avec la touche Tab de votre clavier, le premier élément qui est demandé dans des critères, c'est d'avoir des liens d'évitement qui permettent d'atteindre certaines zones de la page plus rapidement et pouvoir ainsi passer tout le menu principal ou certaines parties de la page. Un autre critère d'accessibilité, c'est de rendre le focus visible, par exemple. Donc là, vous voyez bien sur mon écran où je suis sur le site. Et ça, c'est très important pour les utilisateurs voyants qui naviguent uniquement au clavier. Parmi les règles d'accessibilité, il faut que le code de chaque élément soit compatible. Donc, par exemple, pour rentrer dans un menu, il faut que je clique la touche Enter. Je vais rentrer en continuant à tabuler et je vais sortir du menu avec la touche Escape.
Donc, on a fait attention à la navigation au clavier. On a vraiment eu le temps de se demander comment les gens allaient naviguer. Donc, par exemple, dans le formulaire de recherche, ici, je peux ouvrir les critères avancés, les fermer, passer les critères. Et mon bouton de recherche arrive à la fin de mes critères. Et si je lance la recherche, donc la page se recharge. Dans le titre de ma page, c'est un des critères d'accessibilité aussi. J'ai le nombre d'offres qui répond à ma recherche. Je suis toujours au clavier. Je prends mon petit raccourci pour aller sur la zone de recherche. Dans cette page de résultats de recherche, on a le formulaire, le tri, les offres qui répondent à mes critères de recherche. Et pour chaque offre, on a le détail de l'offre avec le type de contrat, la localisation, la rémunération. C'est une information qui apparaît uniquement à la souris. Et on a volontairement interdit à la navigation au clavier d'accéder à ça pour faciliter la navigation. Parce que si, en fait, on affiche au clavier cette zone, je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître. Elle s'affiche uniquement au clavier et elle explique la légende des pictos. Donc, on donne l'information une seule fois à la personne qui navigue uniquement au clavier. Et du coup, elle peut d'abord aller créer une alerte sur la recherche qu'elle vient de faire et ensuite naviguer d'une offre à l'autre. Voilà, par exemple, une façon de faire qu'on a décidé de mettre en place pour faciliter la navigation au clavier. Par exemple, sur ce petit bouton qui affiche un peu plus d'offres, que j'active avec le bouton Enter, il faut que la tabulation suivante soit sur l'élément suivant et ainsi la navigation est fluide et l'utilisateur peut, à travers le titre, choisir le titre de l'offre et aller la consulter. Par exemple, on a mis en place un petit plugin d'accessibilité qui permet de modifier le contraste du site. Ça permet pour les utilisateurs qui ont des soucis de vision de renforcer les contrastes du site. Donc, le site, on le consulte en noir et blanc ou une autre version avec des motifs inversés. Pour les utilisateurs 10 qui ont du mal avec la police qu'on a utilisée, qui était demandée avec la charte, on propose une autre police de remplacement qui elle, est adaptée. Et on a également des options pour aérer le texte, les espacements des lettres pour faciliter la compréhension de la page. Anne a parlé tout à l'heure d'assistants à la navigation qui utilisent les non-voyants. C'est des synthèses vocales qui proposent des raccourcis, ils ont des fonctionnalités. Je voulais juste vous en simuler une. Lorsqu'on structure une page, en fait, on met des titres dans les pages et ça permet de faire un sommaire de la page. Et les utilisateurs de synthèse vocale, ils ont la possibilité de naviguer, par exemple, à travers les titres de la page. Donc, ils peuvent tout de suite accéder à la rubrique des métiers de la sécurité sociale, aux dernières actualités, en naviguant par les titres. Voilà, par exemple, le genre de fonctionnalité qu'on peut trouver et qu'on peut mettre en place pour avoir un site à 100% accessible. Donc, tous ces critères d'accessibilité qui font qu'un site est accessible à tout le monde, quelle que soit la façon dont il navigue, ils sont basés sur le RGA, donc c'est le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Il est issu d'une norme internationale qui sont les WCAG, donc ce sont des normes communes pour tout le monde. Cette norme, ce référentiel est présenté en deux parties. Il y a une partie obligation légale, donc il faut être conforme au RGA. Il faut publier une déclaration d'accessibilité qui doit être présente sur le site, qui est valable 3 ans. Il faut mettre en place un contact dédié, c'est-à-dire une adresse mail dans sa déclaration pour permettre aux personnes qui rencontrent un souci sur le site, qui n'ont pas accès à un document qui n'est pas accessible, justement, pour pouvoir leur donner une alternative à cette information, donc un contact dédié. Il faut afficher le statut de conformité du site. Et derrière, on va trouver la déclaration d'accessibilité. Et également publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité qui décline les plans d'action pour chaque année, les priorisations et la sensibilisation qui a été faite par
le producteur du site. Donc ça, c'est les obligations légales. Et il y a toute une partie technique où on va trouver tous les critères et les tests. Il y a 106 critères à respecter qui sont classés dans 13 thématiques. Ces critères sont de niveau A et double A. Les critères de niveau A représentent à peu près 80% de la totalité des critères à respecter. Mais ces critères permettent d'assurer l'accès à l'information et l'utilisabilité de base du site. Ça veut dire qu'il n'y a pas de piège au clavier, l'utilisateur ne va pas abandonner sa navigation. C'est vraiment la base, le niveau A, et les niveaux double A sont des critères d'amélioration. Et dans la méthode technique, on nous propose un environnement de test et un glossaire. Lorsqu'on fait une déclaration d'accessibilité, on indique le statut de conformité du site par rapport à ce référentiel. Ce statut et ce pourcentage de conformité, il est fait suite à un audit. Donc, un audit, c'est on prend un échantillon de pages du site et à un instant T, et on audite ces pages pour voir s'il valide chaque page la totalité des critères. Donc, pour chaque critère, on va dire s'il est conforme, non conforme ou non applicable. Certains contenus peuvent être exemptés et ne rentrent pas dans les tests. Et à l'issue de ces tests, un pourcentage est donné par rapport à la compatibilité avec ce qui est demandé dans le RGAA. Et donc, le site peut être totalement conforme 100%, partiellement conforme entre 50% et 100%, et non conforme en deçà de 50%. Voilà pour ma petite démonstration sur le site de la Sécu-Recrute. Merci Julie de nous avoir rappelé la composition du RG2A et puis aussi les dispositions complémentaires du décret du 24 juillet 2019. Donc, pour compléter la réalisation, les propos et les échanges sur le site La Sécu-Recrute, je vais demander à Franck, qui a donc travaillé aussi sur le pilotage de la démarche et du projet, quels ont été les facteurs clés de succès de cette opération qui nous a permis d'obtenir le 100% accessible? Alors oui, sur les facteurs clés de succès, il y a déjà, le premier c'est le sponsoring, ce partage d'ambition. Au plus haut niveau de l'UCANS, donc déjà le comité de pilotage bien sûr du projet, mais aussi la direction générale de l'UCANS, et même le COMEX qui s'est trouvé très intéressé à ce qu'on ait cette ambition forte pour le site employeur de la sécurité sociale, puisqu'on démontre un engagement d'accessibilité numérique sur le site employeur, c'était pas rien. Et donc ce sponsoring a bien sûr motivé les équipes projets à arriver à cet objectif, même si on ne l'avait pas adressé le 100% tout de suite. On voulait faire voilà, un beau score, mais voilà, le 100%, on savait que ce n'était pas forcément évident. Ensuite, donc, justement, on a intégré ces exigences d'accessibilité le plus en amont possible. Donc, dès la phase du X-Design, ça c'est sûr qu'il faut intégrer ces exigences le plus tôt, regarder les maquettes, essayer de les corriger pour que justement les problématiques d'accessibilité soient d'entrée prise en compte dans le design du site. Et on a aussi anticipé les risques qui ne nous permettraient pas d'atteindre cet objectif de 100% accessible. Ces risques-là, on en avait dans le projet, notamment un gros risque parce qu'on ne maîtrisait pas la totalité de ce site. Il y a une partie du site qui est aujourd'hui gérée par un progiciel de recrutement. Et donc, on a tout de suite, et ce progiciel, il gère le formulaire de candidature en ligne, quand on répond à une offre. Donc, malheureusement, ce formulaire n'était pas 100% accessible, et donc, il fallait négocier avec l'éditeur de ce progiciel pour essayer d'obtenir de sa part une amélioration sur ce formulaire de candidature. C'était pas rien, et d'ailleurs, c'est un enjeu non négligeable sur l'accessibilité numérique que d'obtenir des éditeurs, aujourd'hui, une prise de conscience sur leur roadmap en termes d'accessibilité numérique. On a bien entendu des déconvenues fortes et on n'est qu'un client parmi tant d'autres vis-à-vis d'eux. Donc c'est quand même assez délicat d'obtenir satisfaction là-dessus. Heureusement qu'on avait le poids de la sécurité sociale entière derrière nous pour leur dire, regardez, c'est quand même l'ensemble de la sécurité sociale, l'ensemble du site de recrutement de la Sécu, essayez de faire quelque chose pour nous. Et ils étaient quand même relativement familiarisés depuis peu de temps sur ces exigences-là, ce qui nous a permis effectivement d'obtenir dans des délais raisonnables ces corrections-là.
Et ensuite, je dirais que ce qui est important, ce qui a vraiment bien marché, c'est aussi l'intérêt de la méthode agile. Parce que cette méthode agile, en matière d'itération, nous a permis, d'une part, d'intégrer, dès les premières itérations, des pré-audits qu'on a fait faire par une société de services qui nous a accompagnés pour les audits, la société Access 42, je pense que la branche famille connaît bien. Dès qu'on a pu avoir les premiers écrans réalisés, au bout du 2-3e itération, on les a livrés, ils ont fait des pré-audits, on a pu gérer les corrections donc soulevées par ces pré-audits dans les itérations suivantes. Donc ça a été vertueux et on a pu justement gérer au fil de l'eau les corrections et l'amélioration de l'accessibilité numérique au fur et à mesure de la construction du site. Et ça, si on ne l'avait pas fait dans ces délais-là, on aurait payé à la fin, effectivement, durement, un délai rallongé pour pouvoir obtenir cette accessibilité totale. Donc, c'est sûr que ça a été facilitant. Et je dirais que le dernier point, c'est aussi le fait qu'on avait une équipe projet, Anne en était la chef de projet maîtrise d'ouvrage, qui était capable justement d'adapter au fil de l'eau, de changer ce qui devait être changé, parce qu'on s'apercevait que là, on était dans un point dur, on ne pouvait pas obtenir le 100% accessible. Il fallait revoir un peu l'ergonomie, un peu la présentation des choses. Il a fallu effectivement être réactif et aussi avoir les compétences en interne. Ça ne fait pas de mal pour pouvoir prendre en charge rapidement et efficacement les correctifs, parce qu'on les comprend et on les intègre rapidement. Et ça, effectivement, ça a été quand même une source de rapidité, d'efficacité qui fait qu'on n'a pas rallonger les délais de livraison par rapport à ce projet-là, qui avait quand même des contraintes de délai fortes. Et là-dessus, bien sûr, ça aurait été mal vu si on avait généré un quelconque retard au regard de cet objectif qui n'était quand même pas secondaire par rapport, je vous dis, au sponsoring qu'il avait fait l'objet. Oui, parce qu'on voulait déployer en fait ce site, en tout cas cette version 100% accessible pour la semaine de l'emploi à la sécurité sociale, rappelons-le, ce que l'on a fait. Et puis c'est vrai que vous avez rappelé que en fait, travailler avec des éditeurs est un enjeu majeur pour la bataille, pour gagner le 100% accessible. Ça peut être un facteur de frein puisqu'ils n'avancent pas à la même vitesse que nous, sachant que, comme l'a rappelé Franck, c'est vrai qu'on a internalisé ces expertises et du coup, ça a été aussi un facteur clé de succès important. Donc, merci d'avoir rappelé tous ces éléments, Franck. Je vais passer la parole à nos collègues de la branche famille qui vont donc nous présenter les enjeux d'accessibilité numérique pour la branche famille et puis toute la démarche qui a été mise en place également et ainsi que la trajectoire pour aller vers le 100% accessible. Programme très ambitieux compte tenu des enjeux. Ça a bien fonctionné. Donc on va essayer de présenter le support. Magnifique. Donc en guise d'introduction, la Caisse nationale des allocations familiales et donc le réseau des CAF, donc on est un acteur du service public et donc on œuvre pour la cohésion sociale et aussi pour prévenir l'éloignement des usagers envers le service public. Donc c'est là où l'accessibilité numérique, effectivement, c'est un enjeu au cœur de notre stratégie de relations de service, puisque l'objectif, c'est de rendre accessible justement à tous nos services numériques, quels que soient les usagers, donc y compris et principalement pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et pour remettre le sujet dans notre contexte, donc effectivement, au plus haut niveau de la stratégie de l'entreprise, on a ce qui est le programme d'accès aux droits et aux services qui porte l'ambition de sécuriser et accompagner nos publics dans une relation basée sur la confiance et centrée sur l'accès aux droits et aux services. Cette ambition, elle est portée au sein de la COGE actuelle et elle se décline entre autres dans un programme d'inclusion qui rassemble l'ensemble des actions en faveur de l'inclusion des publics dans l'accès des services. Et donc très concrètement, c'est porter une intention spécifique pour les populations fragiles. Donc on va penser notamment aux personnes qui sont en situation d'illettrisme. C'est également construire des parcours attentionnés. Donc là, on va penser à des situations de la vie qui peuvent se présenter telles que la monoparentalité, le décès de l'enfant, du conjoint, ou bien tout simplement la situation de handicap.
Et également, c'est rendre l'ensemble de nos services accessibles, donc d'où l'accessibilité numérique, mais également l'accès physique à nos services. Donc on va avoir des programmes d'accueil pour des personnes sourdes et malentendants. Et surtout, c'est l'accessibilité numérique, la rendre accessible. Donc on voit bien que c'est un enjeu qui s'inscrit au sein d'une approche quand même plus globale chez nous d'inclusion. L'accessibilité numérique aussi, ça rejoint un autre sujet qui était un prérequis et sur laquelle la branche a œuvré sur les dernières coches, qui est la dématérialisation des services en ligne. Donc il y a été un gros effort, on va le voir juste après. Et donc c'est cette dématérialisation pensée dans un souci d'inclusion de nos publics. Et enfin, c'est aussi un volet de la politique de qualité des démarches de la branche, puisque c'est aussi quelque chose qui est suivi par l'Observatoire du numérique de la DINUE. Donc d'un point de vue usager, on va vous présenter rapidement l'offre digitale de la branche, puisque c'est celle-ci qu'il faut rendre accessible. Donc on a donc le caf.fr, qui contient une partie éditoriale dans laquelle on va retrouver donc, des articles, les actualités, la présentation de l'offre, donc des pages assez statiques. Et une partie compte allocataire, donc c'est l'espace finalement où l'usager peut suivre ses paiements, ses droits et réaliser des demandes de prestations. On a également l'application mobile, donc qui embarque uniquement la partie compte allocataire et le chatbot qu'on peut retrouver à la fois sur le web et sur le mobile. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on a depuis le début de l'année et jusqu'à présent, enregistré environ 15 millions d'utilisateurs uniques. Et sur le mois de novembre, par exemple, on est à 8 millions d'utilisateurs uniques. Et rapporté à la journée sur laquelle il y a eu le plus de passages sur ce mois-là, on est à 1,8 million sur une journée en novembre. Donc c'est quand même conséquent. Donc en termes de visites, ça occasionne un volume de 1 milliard de visites. Et donc il faut dire par rapport à ces deux chiffres qu'en fait nos usagers, ce sont des usagers qui viennent fréquemment sur nos services. Donc ils ne viennent pas une fois par an, ils viennent plusieurs fois par mois. Également, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a 41 services en ligne. Donc c'est un chiffre assez conséquent, qui peuvent être plus ou moins complexes. Donc il peut y avoir de nombreuses pages sur un même service en ligne. Et donc le service en ligne, tout simplement, c'est un service sur lequel on va avoir pour des personnes en situation de handicap des champs de saisie, des cases à cocher, etc. Donc pour redire un peu ce que disait Anne, je vous propose de situer à nouveau l'auditeur dans une situation de besoin d'accessibilité numérique. Donc je vous propose de prendre l'exemple d'une personne aveugle. Donc elle aura besoin d'un service simplement conçu, déjà en termes de design, et également surtout de contexte, donc c'est dans le code, qui permettront à son outil effectivement de lui lire le site et de bout en bout, pour qu'elle puisse aller au bout de la démarche, donc sur chaque service en ligne, de manière autonome et dématérialisée. Et enfin, une dernière donnée, c'est cette utilisation mobile qui domine clairement chez nous. Et on va pouvoir en parler tout à l'heure, puisque c'est aussi là-dessus qu'on se base notamment pour designer l'accessibilité. Alors, ce qu'on voulait vous présenter, c'est un peu l'histoire du Café Faire, la manière dont on l'a mené, centrée sur l'accessibilité. Alors il faut savoir que l'histoire de la dématérialisation de la relation avec nos allocataires, elle a commencé avec le Minitel au début des années 90, avec le 3615 CAF. Et c'est à l'aube du 3e millénaire qu'on a créé le Café Faire en 99. En 99, et donc c'est un site qui était, comme le disait Édouard, orienté sur tout service en ligne, mon compte, etc. Et depuis 99, ça n'a cessé d'évoluer, d'être enrichi, refondu, restructuré. C'est ce que je vous expliquais, c'est ce que je vais vous expliquer.
Et en fait, en 2012, on a été confronté à nos premiers problèmes vis-à-vis de l'accessibilité au travers de la déclaration trimestrielle d'allocation adulte handicapé, la DTRAH. On a une association qui a contacté la CNAF en se plaignant de la non-accessibilité de ce service en ligne. C'est normal de se plaindre sur ce genre de service. Alors on venait de lancer une refonte complète du Café Faire avec mise en place d'un site éditorial, la création du vrai Mon Compte tel qu'on connaît maintenant, et puis la création d'un socle commun pour les services en ligne. Et le développement avait démarré avec un objectif d'être mis en production en 2013. Et donc on s'est servi de cette refonte en travaillant avec Atos qui a pris une société spécialisée sur l'accessibilité qui était Urbilog à l'époque pour auditer le nouveau Café Faire qui était en cours de construction et en mettant le focus sur la DTRAH. En fait, la charte graphique était déjà élaborée, la techno déjà choisie, etc. Et on a eu beaucoup de mal sur l'ensemble du périmètre global, comme le disait Édouard sur le parcours, à le rendre accessible. Et on a dû restreindre le périmètre à la seule déclaration trimestrielle AH pour obtenir le label niveau AA. À l'époque, on parlait de niveau. Après quelques itérations d'audit, de correction, etc., on a obtenu le niveau AA. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, comme je disais, on a rencontré d'énormes difficultés. On avait une charte graphique qui n'avait pas été pensée accessible. On avait certaines technos qui étaient utilisées et qui étaient difficiles à adapter par rapport à nos contraintes d'accessibilité. Donc, après avoir réfléchi et essayé différentes techniques, on a décidé en 2016 de lancer une nouvelle refonte des services en ligne. Et parmi les objectifs stratégiques qui avaient été posés, on retrouve ce que vous décrivez, Édouard, juste avant. L'objectif, c'était simplifier, le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était rendre accessibles nos services en ligne au plus grand nombre, et y compris avec la problématique RGA. Donc ce programme a nécessité une refonte complète de l'architecture SI. On s'est basé sur des technologies web modernes, des API, des microservices. Et puis aussi, on a pensé la charte graphique accessible, simplicité. Et c'est grâce à ça qu'on a essayé d'utiliser les potentialités des nouvelles technos. On a intégré nativement le mobile first, le responsive design et l'accessibilité. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'accessibilité, sur l'aspect simplification, l'objectif a été globalement atteint. On voit là sur l'écran, c'est qu'on a eu de très bons feedbacks des usagers, des agents, sur la simplicité d'usage, aussi bien sur un ordinateur que sur un mobile. En récompense de ce travail, en 2017, on a eu un prix qui a été remis par le Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. Ça, c'est un joli nom, hein, c'est le COEPIA, qui nous a remis le grand prix Soyons clairs. Donc c'était une preuve qu'on avait atteint nos objectifs, une deuxième preuve. Ce qui était important, on avait des retours usagers qui étaient très bons, et puis on a eu ce grand prix. Mais sur l'accessibilité en tant que telle, si on met l'aspect sur l'accessibilité au sens RGA, même si beaucoup de choses avaient été faites, on n'était pas organisé, on n'était pas outillé pour mesurer et piloter le sujet.
Donc on a décidé, courant fin 2016, d'industrialiser la démarche de mise en accessibilité du café fer. Pour ça, on a commencé par la formation des équipes, aussi bien métiers que DSI, les chefs de projet, les développeurs, par la mise en place d'un partenariat avec une société de travail adaptée qui s'appelle Havencode. Cette société, Havencode, elle emploie des autistes Asperger qui sont très exigeants, très méticuleux, qui vont dans le fond des choses, etc. Et donc on leur a demandé de se spécialiser dans les audits RGA et on travaille depuis 2017 avec eux. Et les premiers audits ont été lancés à ce moment-là avec un objectif d'amélioration continue. Début 2019, l'État a publié un décret, tu en as parlé Malika tout à l'heure, qui rendait obligatoire l'accessibilité des services publics mais aussi privés. Alors, il faut savoir qu'en 2019, j'ai retrouvé un chiffre, il avait été constaté que seuls 5% des services étaient considérés comme accessibles. En fait, on avait réussi, avec ce qu'on avait mis en place, les audits, les corrections, etc., grâce à cet investissement, on a pu avoir en 2019, en novembre 2019, le label e-accessible. Alors c'était le label e-accessible niveau 5 sur l'espace Mon Compte. Alors c'est sur une partie restreinte, ce n'était pas tous les services en ligne qui étaient accessibles, etc. Mais c'était déjà un premier niveau qui récompensait le travail qu'on avait fait. Alors on voit, on en a parlé tout à l'heure, en fait les normes et la manière de mesurer évoluent au fur et à mesure. Et on voit que maintenant on parle de pourcentage d'accessibilité et on nous demande le 100% accessible. Donc là, la démarche, on continue à la poursuivre. C'est quand même, on a un patrimoine qui est énorme. On parlait tout à l'heure de plus de 40 services en ligne. Une complexité réglementaire qui est, quand on dit qu'il faut faire simple, si la réglementation n'est pas simple, c'est aussi difficile aussi. Donc on rencontre quand même beaucoup de difficultés. Mais les résultats sont là. On a, si on se place à aujourd'hui, là, en 2023, en 2019, on a publié notre premier schéma pluriannuel d'accessibilité numérique sur la période 2020-2022. On vient de la renouveler. On a poursuivi la démarche. Et maintenant, sur le café fer, au travers des déclarations obligatoires, etc., on a 26 déclarations d'accessibilité numérique qui sont publiées. Elles ne sont pas à 100%. Elles tournent autour de 73, 73%. Donc on a encore un énorme travail pour y arriver. C'est ce que va vous expliquer Édouard pour la suite. On a le boulot, il est toujours là et on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, notre démarche pour poursuivre la mise en place de l'accessibilité numérique, donc voilà, c'est une démarche qui semble assez logique, donc en 5 phases. Donc on a la première phase, c'est la conception, la deuxième phase, le développement, ensuite l'audit, la correction et le contre-audit. Donc effectivement, là, comme le disait Franck, il y a un vrai intérêt sur la première phase, c'est de prendre en compte au maximum les exigences de l'accessibilité numérique, parce que c'est autant d'efforts à faire de suite qu'on ne fera pas plus tard. Donc dans le design, et nous, ce qui nous a peut-être aidé aussi, c'est la philosophie Mobile First. Puisqu'en fait, on est contraint par un écran qui est plus petit. Et il y a quelques années, voilà, on avait envie de mettre plein de choses sur un écran, mais ça complique énormément l'accès pour les personnes en situation de handicap. Donc le Mobile First nous aide à rendre, en tout cas, les nouveaux services plus accessibles. Ensuite, on se retrouve avec l'enchaînement des phases qui
qui est un cycle d'amélioration continue. Et là, une différence par rapport à ce que vous avez exprimé tout à l'heure côté UCAN, c'est que effectivement, vous avez parlé d'agilité. Nous, typiquement, on n'a pas une agilité de bout en bout, donc au moins sur la phase de fabrication, mais du coup, on a des temps plus ou moins incompressibles à partir du moment où voilà, la livraison en réponse vocale interactive se fait, l'audit se fait, quid de la correction de sa planification aussi, il faut que cette planification cohabite avec le plan de charge à côté, donc ce sont des projets réglementaires avec une force d'échéance, des projets fonctionnels très attendus. Donc voilà. Voilà, souvent, ça met du temps à mettre en place les corrections et à aller jusqu'au contre-audit. Également, un point qu'on note, et c'est une des difficultés, c'est le fait que les audits de conformité et accessibilité ne s'industrialisent pas. C'est-à-dire que c'est un humain qui le fait, parce qu'effectivement, il faut de l'interprétation des critères, et notamment lorsque ça concerne la vocalisation. Donc c'est vraiment une phase avec une temporalité finalement incompressible. Pour soutenir cette démarche, on a une organisation donc, classique qui doit ressembler également certainement à la vôtre. Donc il y a sur le volet planification et suivi, donc on a bien sûr des plans d'audit, des plans d'accessibilité pluriannuels. D'ailleurs, on est en train de travailler sur celui de 2024. On a une coordination mensuelle métier DSI, puisque c'est un sujet qui est partagé entre les métiers et les fabricants. Donc poursuivre le plan, prioriser les correctifs, etc. Et le partenariat avec la société Avencode. Et enfin, aussi, on a un volet formation, donc ça c'est plus une tâche de fond. Côté DSI, vous avez mis en place une expertise RG2A interne, donc qui fournit des guides de bonnes pratiques aux développeurs pour qu'ils prennent en compte l'accessibilité lors du développement. Également, il y a eu des formations pour les chefs de projet, donc via la société Access 42. Et finalement, il y a aussi en tâche de fond cette sensibilisation régulière à faire donc nous c'est des PI planning, sensibilisation pour rappeler aux développeurs le sens de l'accessibilité, le besoin, voilà, pour rappeler un peu cette importance. Une sorte d'acculturation permanente en fait. Donc, maintenant parlons de l'objectif, donc la route vers le 100% accessible. Donc, bon, comme l'a dit Eric, voilà, par rapport à la taille et la complexité parfois de notre offre et de nos services en ligne, donc c'est clairement un véritable défi. Bon, alors, heureusement, on y travaille depuis quand même longtemps, donc ce n'est pas une expérience qui est complètement nouvelle. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même 41 services en ligne en tout à auditer. Aujourd'hui, on a réussi à auditer 27 d'entre eux. Donc en priorisant sur les démarches les plus importantes, les 10 démarches suivies par l'Observatoire du numérique, etc. En tout cas, on voit bien qu'il est nécessaire d'augmenter la cadence dans la réalisation des audits. Donc c'est clairement un défi pour nous. On atteint en moyenne un score de 73% d'accessibilité, donc c'est partiellement conforme en 2023. Et on doit en faire encore davantage d'audits pour pouvoir essayer d'augmenter ce score et amener les corrections qui vont bien. Il y a aussi une donne dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est l'expiration des audits d'accessibilité au-delà de 36 mois. Et donc l'air de rien, c'est très bien, mais ça ajoute une charge dans la réalisation des audits. Et en tout cas, on rencontre des limites aujourd'hui, donc par rapport à ce défi-là, c'est qu'on ne peut pas tout prendre de front, tout mener de front, donc on a une limite technologique, il y a encore certains services à passer sur une nouvelle technologie qui permet justement qu'il y ait un levier à la mise en place de l'accessibilité. On a également bien sûr une limite de plan de charge, donc avec les projets réglementaires et autres projets fonctionnels. Et on a cette limite d'acculturation continue, et notamment on a sur le site CAF.fr une partie éditoriale sur laquelle les CAF sont amenés à contribuer. Donc la sensibilisation se fait au-delà des chefs de projet métiers et DSI, mais également auprès des contributeurs CAF. Qui sont beaucoup.
Alors, on souhaitait faire un petit zoom sur deux audits, deux exemples d'audits. Donc, on va vous parler de voilà, le complément de mode de garde, donc, qui est une prestation qui permet de financer en partie les dépenses liées à l'arrivée de l'enfant. Donc là, on peut s'intéresser à la progression entre l'audit précédent et le nouvel audit. Donc on avait 66% en score d'accessibilité et désormais 91% d'accessibilité. Donc c'est un de nos meilleurs scores aujourd'hui. Donc on voit quand même qu'on a une capacité à s'améliorer à partir du moment où on cible précisément les corrections qui ont une forte incidence sur le niveau légal. On peut aussi observer que voilà, c'est sur la page, l'unique page complètement statique, que l'on obtient le score de 100%. Et ensuite, deuxième exemple, bon, très rapide, mais prime à la naissance. Donc là, c'est un échantillon qui était très large puisqu'il y a 3 scénarios qui ont été testés. Donc là, on voit que le score de conformité globale, il est de 69%. Et on a un taux de conformité moyenne par page qui est de 93%. Donc la différence, elle s'explique la méthode de calcul. Hein. Alors effectivement, le taux de conformité moyen, c'est un autre angle de vue, mais clairement pas suffisant. C'est le taux légal qui prime. Mais cela dit, ça nous permet de savoir que en moyenne, par page, les développements quand même obtiennent un bon niveau, un bon score. Et effectivement, le calcul du niveau légal fait qu'un critère non conforme s'applique à l'ensemble de l'échantillon, et c'est ce qui fait chuter la note drastiquement. Et on va le voir tout à l'heure, justement, sur cette route du 100% accessible. Et ça fait partie de notre plan d'action pour les 2 ans à venir. C'est ce qu'on voit en dernier au niveau de l'audit et correction, c'est la priorisation donc, des démarches sur lesquelles on va pouvoir corriger des critères qui étaient non conformes et qui auraient une incidence assez grande sur le taux de conformité global. Et de manière plus globale, sur ces 2 ans, on va faire en sorte de développer l'expertise interne RG2A, donc pour industrialiser les revues de code entre développeurs. On va mettre l'accent également sur la sensibilisation et la formation, puisqu'il faut certainement, pour augmenter la cadence, un rythme de formation plus soutenu. Et enfin, sur la phase audit et correction, donc comme je le disais, identifier clairement les critères non conformes pour lesquels une correction aurait une forte incidence sur le taux de conformité légal, essayer de viser le 100%, et donc en prérequis, donc là l'idée c'est voilà, d'essayer de réserver, sanctuariser 5 à 10% de capacité en fonction des priorités au niveau des équipes DSI pour traiter les corrections d'accessibilité et en conséquence augmenter le budget dédié aux audits RG2A. Pour pouvoir avoir des audits, enclencher des corrections, des contre-audits, etc. Donc voilà, c'est une route qui est longue, mais sur laquelle on est positionné. On est pleinement engagé. Et merci pour la présentation de votre feuille de route, qui effectivement alourdit déjà la charge actuelle de votre système d'information qui évolue régulièrement justement avec les évolutions réglementaires. Donc je vais demander à Franck maintenant de nous expliquer la démarche qui a été mise en place à l'UCANS pour l'accessibilité numérique en général et puis pour le 100% accessible et puis envisager également la prochaine étape du renouvellement du schéma directeur. Oui, on va se retrouver dans la démarche globale, mais nos particularités viennent bien sûr de notre patrimoine de services numériques, de notre organisation et de nos moyens. Alors pour le patrimoine de services numériques, pour synthétiser, on a 4 grands sites principaux.
Donc la sécurecrute.fr, on en a parlé, hein, qui est un site tout public et le plus visité de loin de nos sites. Donc c'est pour ça qu'il justifie la priorité qui a été donnée aujourd'hui, et j'y reviendrai pas. Et il y a beaucoup de justifications qui expliquent cette priorité. Ensuite, on a notre site ucans.fr, un peu comme votre caf.fr, c'est notre agrégation d'offres de services de l'UCANS sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Ça fédère toute l'offre de services numériques, qu'elle soit éditoriale ou applicative. Et derrière ucans.fr, il y a quand même 25 applications web qui sont à accès restreint et qui sont accessibles en fonction des invitations à plus ou moins de personnes, donc bien entendu, qui font partie du lot d'applications à rendre accessibles. Et nous avons, alors c'est peut-être moins connu, nous avons la maîtrise d'œuvre du site sécuritéSociale.fr pour le compte de la direction de la sécurité sociale. Et je ne pourrais pas ne pas le citer aujourd'hui, il y a aussi le site du Lab Sécurité Sociale, qui fait l'objet d'ailleurs d'une refonte en cours, et sur laquelle on envisage justement un bon niveau d'accessibilité à sa sortie. Donc ça fait quand même un patrimoine non négligeable au regard des moyens qui sont les nôtres. Et bien entendu, alors l'accessibilité, c'est pas très récent chez nous aussi, puisque Julie a été certifiée auditrice AccessiWeb depuis 2008. Et au regard de son rôle transverse au niveau des études et développement, elle a pu chapeauter l'ensemble des projets et déjà, dès cette date-là, œuvrer, je dirais, aux bonnes pratiques de développement. Ce qui fait que dans les audits que nous avons réalisés sur notre patrimoine existant, ce n'était pas la catastrophe, c'était même plutôt assez bon sur certains, même très bon. Ce qui fait qu'effectivement, voilà, la route est certes dure, mais pas infranchissable au regard de cette situation d'entrée. Donc on a bien sûr deux stratégies différentes entre les nouveaux projets et l'existant. C'est un peu comme vous, aujourd'hui, sur les nouveaux projets, on intègre depuis 2020 ces exigences d'accessibilité avec un haut niveau d'ambition dès le cahier des charges, ce qui fait qu'on atteint aujourd'hui, sur nos sites, aujourd'hui on a plus de 85% de taux de conformité. Sur certains, on est au-delà de 90%, hein, quand la sécurité reste une exception. Je ne dirais pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est sûr que notre patrimoine actuel n'a pas ce niveau de totale accessibilité, c'est loin du compte. Donc, par contre, sur l'existant, effectivement, comme de manière pragmatique, comme pour vous, mais on a inscrit ces objectifs, suite aux audits, dans les plans de maintenance des différentes applications. Et nous avons donc, à chaque audit, formalisé l'ensemble des actions de correction, d'amélioration qu'il fallait faire pour pouvoir rendre accessibles ces applications. Et à chaque maintenance évolutive, demandé par le métier, on essaye d'embarquer le plus possible de correction et d'amélioration. Je dis le plus possible parce que c'est vraiment une analyse au cas par cas, de manière très pragmatique, qui joue à la fois sur le rapport effet-effort, hein, les quick wins, comme on pourrait dire, en bon français, ou alors effectivement sur les moyens qu'on peut disposer, voire les délais un peu supplémentaires que la direction métier nous accorderait sur cette maintenance évolutive, si elle n'est pas assujettie à une obligation de délai réglementaire ou autre très forte. Donc là-dessus, c'est plus de manière pragmatique qu'on avance, comme vous, au fil de l'eau, pour améliorer régulièrement nos applications en matière d'accessibilité numérique. La route est encore longue parce que là, nous sommes à notre dernière année du schéma pluriannuel, de notre premier schéma pluriannuel de mise en œuvre d'accessibilité, qui couvrait la période 2021-2023. On s'y est pris un peu tard pour faire ce premier schéma, même si on avait bien travaillé la question avant. Et donc aujourd'hui, sur cette dernière année, on reprend comme vous un nouveau schéma pluriannuel, donc sur la période 2024-2027, avec essentiellement l'ambition d'améliorer encore l'accessibilité sur nos sites phares. Et là, on va capitaliser sur l'expérience menée sur la sécurité parce qu'on sait d'ores et déjà, Anne et Julie l'ont bien formalisé, toutes les bonnes pratiques qu'on va pouvoir reproduire sur ces sites. Et c'est vrai que d'avoir travaillé aussi avec des prestataires spécialisés nous apporte encore plus une compétence, même si on a internalisé, c'est bien aussi d'avoir ces approches externalisées qui va nous permettre effectivement aujourd'hui, tout de suite sur ucans.fr ou sécuritéSociale.fr, de pouvoir rapidement réappliquer ces bonnes pratiques et essayer de gagner encore en termes d'accessibilité sur ces sites-là. Et
voilà, le plan d'action sur les applications, qui est effectivement le parent pauvre, hein, on n'a aujourd'hui pas complètement tout audité. On est plutôt autour de, voilà, entre 50% et 80% suivant les applications. Et là, clairement, on va essayer d'aller au-delà du plan de maintenance prévu. C'est-à-dire que s'il n'y a même pas de maintenance évolutive prévue dans les applications dans les 3 ans à venir, ben, il va falloir qu'on se donne les moyens de les gérer. Alors c'est vrai que ça va certainement s'associer avec, comme vous le citiez, des objectifs de réduction de dette technique, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, sur un enjeu plus technique qu'on va pouvoir inscrire dans ces plans de maintenance ces actions-là et faire monter en gamme nos applications sur ce volet d'accessibilité numérique, comme sur le volet de la résorption de la dette technique. Mais c'est vrai qu'on ne le faisait pas jusqu'à présent et que je pense que dans les 3 ans à venir, on va devoir s'obliger à aussi les inscrire dans ce plan de maintenance purement sur l'aspect technique. En termes donc après d'organisation, là je dirais qu'on a l'avantage certainement d'être une petite structure et que finalement la réalisation de nos services numériques passe par les mains de la DSI ou la direction de la communication, voire les deux de temps en temps, sur l'ensemble des sites en tout cas. Vous êtes toujours partie prenante en tant que maîtrise d'ouvrage ou co-maîtrise d'ouvrage. Donc, ça a justifié le fait qu'on désigne un binôme de référents accessibilité dans ces 2 directions. Donc Julie à la DSI, Anne à la DIRCOM. Et c'est quand même un gage d'efficacité, je dirais, sur l'accompagnement pour le respect de ces normes d'accessibilité, puisque Anne donne la bonne parole dans la direction de la communication, Julie à la DSI, et effectivement on se retrouve une fois par mois pour faire le point et le suivi de la mise en œuvre de ce schéma pluriannuel d'accessibilité, tous les 3, pour pouvoir justement trouver les meilleures façons de faire par rapport à toutes les actions qu'on souhaitait entreprendre dans ces plans d'action respectifs. Et justement, ce qui nous est apparu un point capital, c'est ces actions de sensibilisation et de formation. Pour nous, la réussite, ça passera aussi, pas que par sensibiliser les acteurs de la DSI ou les acteurs de la direction de la communication, qui sont quand même les contributeurs principaux au niveau de l'offre éditoriale, bien entendu, mais aussi tous les autres acteurs parties prenantes dans les directions de métier. Et là-dessus, je vais repasser la parole d'abord à Julie, qui va nous expliquer rapidement ce qu'on a mené en termes d'action de sensibilisation. Côté développeur, moi je me suis occupée beaucoup du code, donc on forme tous les développeurs qui passent par chez nous aux bonnes pratiques d'accessibilité. On a mis en place un site de bonnes pratiques avec des exemples concrets de tableaux, de navigation. Et donc moi je suis en charge de veiller à tout ce qui est codé à Lucan soit accessible et je repasse derrière les développeurs à ce sujet. On a travaillé avec Anne, il y a des choses qui vont arriver, mais on a aussi formé les chefs de projet informatiques. On forme aussi les AMOA qui accompagnent le métier dans les projets. Et Anne, je te laisse la parole sur toute la FAQ qu'on a mis en place et tout ce qui arrive pour côté communication et contribution, parce qu'il y a beaucoup de documents qui sortent de l'UPENS et qui se doivent d'être accessibles aussi. Tout à fait. En fait, c'est comme tu le disais, Eric, en fait, dans les faits, on partage quand même des problématiques qui sont très similaires. Tu évoquais tout à l'heure la problématique des contributeurs des autres CAF sur le site caf.fr. On est, nous, face à une problématique qui est vraiment similaire par rapport, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais le site ucans.fr est vraiment alimenté de beaucoup de documents qui sont produits par les directions métiers au sein de l'UCANS. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes du numérique, ce n'est pas leur métier. Et il va falloir qu'on les emmène avec nous dans l'atteinte de ces objectifs d'accessibilité, parce que clairement, on n'est pas, et je pense qu'aucun service numérique au monde n'est dimensionné pour prendre en charge la quantité d'informations, de contenu, et avec les nouvelles technologies là, qui sont en train de se développer, on imagine bien, au niveau de la quantité d'informations qu'on va devoir gérer, enfin clairement,
les moyens humains, il faut que tout le monde s'y mette en gros. Hein. Et donc on a commencé à mettre en place, par exemple, pour les directions de Lucans, en fait, utilisent beaucoup des PowerPoint, des Word pour expliquer leur offre de service, pour communiquer en fait avec leurs utilisateurs. Et on a commencé déjà à mettre en place sur un intranet, on va dire, interne, on met à disposition des modèles PowerPoint qui sont accessibles si on les utilise tels que, voilà, tels que proposés. Alors, on a des modèles PowerPoint et Word. Et en parallèle, donc, toujours sur ce réseau interne, on a mis à disposition des personnes une FAQ où on explique vraiment, mais pas à pas, comment utiliser ces modèles pour produire des documents, on va dire, les moins catastrophiques possibles. Bon, ça c'est une première chose. Parmi parce que finalement on était 2 ou 3 à travailler là-dessus. Hein, c'était pas, voilà, c'était un peu compliqué du point de vue ressources humaines, mais en tout cas pour 2024, en fait, on a une ambition. C'est là vraiment de conduire le changement de culture et de mentalité en proposant des formations, un accompagnement à tous nos contributeurs par des webinaires, par des moments d'échange de questions-réponses. On a déjà imaginé quelques formats, des formats tutoriels un peu courts, des webinaires où les gens pourront poser des questions plus directement. Julie et moi, on est à disposition de nos collègues pour répondre aux questions, pour les accompagner quand ils font face à des difficultés. Voilà, on sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, que ça va se faire progressivement, qu'il va y avoir des freins, que, voilà, des personnes qui vont adopter les nouvelles pratiques de manière plus ou moins facile. Après, nous, notre but, c'est vraiment de faire comprendre l'importance de ce changement, et pour Lucans et pour la sécurité sociale de manière plus générale, mais aussi d'accompagner les personnes avec le moins de douleur possible. C'est-à-dire leur faire comprendre aussi que d'adopter ces bonnes pratiques, ça va leur permettre aussi, en fait, finalement, d'être plus efficaces dans leur travail quotidien. Parce que quand vous utilisez correctement les outils qui sont mis à disposition par Word, et un logiciel comme Word dispose de pas mal d'outils qui permettent de créer des documents accessibles, et vous vous rendez compte, en fait, que vous produisez des documents de meilleure qualité de manière générale et plus rapidement. Parce que finalement, par exemple, utiliser les tables des matières et puis structurer correctement un document Word, mais finalement, vous, quand vous avez besoin de corriger une partie de votre document ou d'aller déplacer carrément un paragraphe, c'est possible. Et ça, c'est possible depuis très longtemps dans Word. Il faut, entre guillemets, je dis, ça a l'air simple comme ça, hein, mais si on se sert déjà de l'outil, même sans penser accessibilité, si on se sert de l'outil correctement, on fait déjà un grand pas vers cette production de documents accessibles. C'est pareil pour les PDF, c'est pareil pour toutes les productions qu'on peut faire, même voilà, du coup, sans être particulièrement un spécialiste du numérique. Donc c'est vraiment ça, je pense, nous, l'enjeu qui nous attend, en tout cas au niveau de la DIRCOM. Ça donnera moins de travail. Mais même c'est impossible en fait. Nous, on ne peut pas être derrière chaque personne qui produit un contenu qui va être mis en ligne. Donc l'accessibilité, c'est bien une fois qu'on a atteint un niveau d'accessibilité à 100%, c'est bien, mais après il faut le maintenir. Et clairement, on ne peut pas contrôler tout et tout le monde. Donc c'est vraiment une implication
qui doit... cette culture, en fait, il faut vraiment la transmettre et faire comprendre l'importance de l'implication de tous, en fait, dans ce projet. Merci Anne d'avoir complété la présentation de la démarche. Franck, je ne sais pas s'il y avait des éléments supplémentaires à rajouter sur la démarche. Non, à moins qu'il y ait des questions. Si ce n'est qu'elle est pérennisée en fait au sein du CANS, mais comme dans la branche famille, je pense. Donc on a bien compris, Anne, les actions de sensibilisation qui concernent tous les contributeurs. Et le dernier point que vous avez relevé qui indique que l'accessibilité numérique, finalement, quand on produit des documents, finalement, profite à tous. C'était un peu le propos d'introduction. Et c'est vrai que ça profite à tous. C'est un message qu'il faut marteler parce que ça permet d'optimiser sa production documentaire et tout en contribuant à l'effort d'accessibilité numérique. Donc c'est très bien. Donc effectivement, Franck, vous parliez des questions, donc on a quelques questions. J'en ai une première peut-être pour Anne, mais après vous me dites si vous voulez alimenter de vos réponses. Donc moi je me souviens que quand on a démarré en accessibilité numérique, quand on travaillait avec les services de communication, c'est vrai que on démarrait, Franck expliquait tout à l'heure qu'on avait démarré dans les années 2007-2008. Les communicants craignaient qu'on dégrade la production graphique des visuels qu'ils avaient imaginés pour les sites. Et de façon plus terre-à-terre, est-ce qu'un site accessible est nécessairement moche ? Alors, je pense que la notion de beau ou de moche, c'est très personnel. Hein, ouais. mais en tout cas, à mon sens, non, puisque en fait, le fait d'intégrer cette culture de l'accessibilité en amont de ce qu'on va produire, permet au final de produire des choses qui sont tout à fait correctes au niveau esthétique. Le problème, bien souvent, quand on essaie de s'adapter après coup. C'est sûr que si vous avez une charte graphique, par exemple, qui propose des couleurs qui ne vont pas fonctionner avec l'accessibilité, eh bien, tout de suite, quand vous êtes face à un designer, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Mais si vous produisez cette charte graphique en accompagnant le designer avec les critères d'accessibilité, là, on commence à... alors après, je vous laisserai juger de la qualité graphique du site La Sécu Recrute. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais il me semble qu'il n'est pas désagréable visuellement. Donc voilà, mais je pense que c'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est vraiment une question d'accompagnement. Et à nous aussi, là, aujourd'hui, d'accompagner quelque part nos prestataires, en fait, pour qu'ils produisent des choses qui soient à la fois accessibles et qui répondent aussi à des critères, j'allais dire, pour produire un site agréable et sympathique à naviguer pour les populations qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un site 100% accessible pour pouvoir naviguer correctement. Mais non, pour moi, c'est vraiment pas... un site accessible n'est pas moche, non. Et d'ailleurs, vous pourriez peut-être me confirmer, mais je crois que pour la Sécu Recrute, quand on a intégré l'accessibilité numérique après les productions de l'agence de com qui avait travaillé, je pense, avec les services de la DIRCOM, il n'y a pas eu de régression. Du tout. Voilà, le site est conforme à la maquette. Voilà, ça démontre que l'accessibilité n'a pas dégradé la proposition absolument initiale pas, absolument pas. Mais parce qu'on a travaillé en amont. Comme ce qu'on disait, là, c'est voilà, le prestataire a été intégré dans cette démarche agile. Hein. On a fonctionné dès le départ en mode agile avec ces critères-là, qui étaient une exigence, en fait, qu'on avait posée au prestataire. Et au niveau de la branche famille, vous rencontrez ce type de difficultés, justement, ce risque de dégradation des propositions d'agences de com ou de communicants qui travaillent sur les propositions graphiques ? Oui, ça a été un challenge aussi, mais après, comme l'a expliqué tout à l'heure Édouard, c'est que notre objectif,
c'était pas de faire beau, c'était de faire simple et compréhensible du plus grand nombre. Et donc, c'est cet angle d'attaque-là qu'on pense ensuite aussi accessibilité numérique au sens RGA, mais c'est d'avoir des choses qui sachent être utilisées par nos usagers. Donc pouvoir faire simple, avoir des menus compréhensibles, etc., etc. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ensuite, on essaye de mettre le beau, mais c'est pas ça l'important. Après, sur un faut que site ce soit comme agréable à LSR, regarder. Pour un site comme LSR, on va dire une... C'est un site grand public. Oui, voilà, c'est un site grand public. On a quand même des publics cibles qui sont assez jeunes. On a besoin d'attirer, on a besoin de donner envie. Voilà. Donc il fallait vraiment trouver cet équilibre entre produire un site sympa, mais en même temps utilisable par tous. Oui, donc je rappelle que LSR, c'est la Sécu-Recrute. Oui, pardon. Notre site. C'est vrai qu'on est habitué à ces acronymes. La Sécu-Recrute. Alors j'ai une autre question, peut-être que Franck ou Anne pourraient la prendre. Comment l'accessibilité numérique améliore la qualité globale d'un site, hein? Ça rejoint ce qu'on dit aussi sur la production de documents. Oui, oui, non, elle sera plus spécialiste que moi là-dessus, mais c'est vrai qu'on a démontré, c'était dans les difficultés d'origine, hein. C'est là-dessus qu'on a communiqué pour essayer de lever les difficultés qu'on a eues, en disant l'accessibilité, c'est une contrainte, ça ne va pas nous permettre de mettre en place notre charte graphique comme on l'entend, ça va être des délais incroyablement longs pour pouvoir la gérer, etc. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on a démontré que ça améliorait, c'était des bonnes pratiques, du bon sens, qui amélioraient de manière globale la qualité du site. Alors concrètement, bien sûr pour les personnes en situation de handicap, c'est évident, mais même pour le site, pour les personnes en situation de non-handicap, c'est des améliorations. Donc techniquement, je pense qu'Anne pourra le confirmer, déjà structurer correctement un site grâce à ce respect d'accessibilité, ça veut dire l'améliorer sur le plan du référencement. tout à fait. Donc on peut aujourd'hui, en tout cas les techniques de référencement que Anne maîtrise, elles sont aujourd'hui intégrées par les critères d'accessibilité numérique qui font que derrière ça va mieux se référencer. Ensuite, effectivement, quand vous mettez des aides correctes, même pour des personnes en situation de handicap, ça ne fait pas de mal qu'une personne avec aussi les acuités visuelles qui va, et toutes ces aides-là qui vont bien. Voilà, les contrastes, effectivement, comme le rappelait Anne, on peut être temporairement en situation de handicap, avoir quelques difficultés visuelles, quand on peut agrandir les choses de manière facilitée, ou quand on peut avoir des contrastes qui nous aident. Voilà, ça ne fait pas de mal, et ce sont des règles de bon sens sur le plan ergonomique qui, en général, font une amélioration de la qualité globale de ce qui est produit. Et ça a été un vecteur aussi de faire comprendre que, de faire moins vivre l'aspect accessibilité comme une contrainte, uniquement à destination de profit dont certains se demandaient, mais est-ce qu'on en a tant que ça? Des personnes, effectivement, en situation de handicap qui vont sur nos sites. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent s'intégrer parce que c'est des pratiques de bon sens pour améliorer la qualité de ce qu'on produit. Simplicité, efficacité, effectivement, de nos sites. Anne, vous voulez compléter le propos? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. On se rejoint tout à fait. Améliorer la qualité de l'expérience. On parle beaucoup d'expérience utilisateur, mais avec l'accessibilité, on est en plein dedans. Tout ce qu'on améliore pour atteindre une accessibilité optimale, ça va forcément servir à tous. Mais juste un exemple tout bête. Vous êtes dans le métro, vous voulez regarder une vidéo, vous n'allez pas mettre votre son à fond, alors certains le font, mais tout le monde ne le fait pas. Vous êtes content si vous avez une vidéo sous-titrée. Vous êtes content quand vous avez un document à télécharger, qu'on vous indique quel type de document vous allez télécharger et son poids. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes à l'aéroport sur un Wi-Fi qui est très très moyen, est-ce que je vais télécharger mon PDF de, je sais pas, 800 mégas là, ou est-ce que j'attends d'avoir une... Non, enfin, j'exagère, mais il y a des choses parfois qui peuvent être assez lourdes.
Et avoir toutes ces informations, là tout à l'heure Julie nous montrait de savoir en fait le nombre d'offres d'emploi tout de suite qui sont affichées sur la page des... Et ça sert à tout le monde, hein. C'est pas... Et ça c'est un des critères RGA, mais je pense qu'on est tous bien contents de savoir que on peut afficher jusqu'à 1700 offres. Est-ce qu'on va vraiment le faire? Voilà, ça peut être du confort pour les autres. L'accessibilité peut amener vraiment un confort de navigation et une fluidité en fait, et une compréhension plus on comprend vite comment fonctionne une interface, parce qu'il y a toujours un temps d'apprentissage chez tout le monde. Mais plus vous comprenez vite, là tu parlais tout à l'heure, Édouard, justement, de devoir simplifier les interfaces pour les mobiles. Ben, c'est exactement ça. C'est que j'arrive sur un site, j'ai pas envie de mettre 5 minutes à comprendre ce que je dois faire pour effectuer ce que j'ai à faire. Et voilà, les principes d'accessibilité, en fait, mènent vraiment à ce type de qualité qui voilà, c'est vraiment une assurance qualité qui est essentielle. Et concernant le référencement, puisque tout à l'heure Franck l'avait évoqué également, les référencements c'est aussi important. Oui, le référencement, en tout cas, voilà, vous voulez, enfin, la navigation sur votre site, elle commence par déjà trouver le site sur les moteurs de recherche. Donc, mieux vous qualifiez vos informations, plus vous utilisez des mots-clés, des mots simples, mieux vous structurez vos paragraphes avec des titres, des sous-titres, mieux vous nommez vos images. Voilà, enfin, toutes ces petites choses comme ça qui ont l'air de rien, en fait, ça améliore la qualité de votre référencement et ça vous permet d'être trouvé. Donc ça veut dire que des personnes qui ont un besoin spécifique ont une forte chance de tomber sur votre site plutôt qu'un autre site qui serait de moins bonne qualité et qui pourrait leur poser problème. Donc c'est aussi, ça fait partie de nos ambitions. Voilà. Merci Yann. J'ai une question pour Eric et Édouard. Donc, vous avez bien sûr présenté votre démarche d'accessibilité pour toutes les applications métiers, pour toutes les applications de services aux allocataires. Qu'en est-il des applications pour vos collaborateurs de la branche famille? Alors, déjà, on a fait le focus sur le Café Faire, mais pour les usagers partenaires, on a des offres, on a des marques satellites sur lesquelles aussi on travaille sur l'accessibilité. On a, pour nos partenaires, une grosse application qui s'appelle Mon compte partenaire. On travaille aussi sur l'accessibilité. Et après, pour nos agents, c'est la même histoire que sur le Café Vert. C'est notre portail agent qui s'appelle NIMS, il a été développé au début des années 2000. Il a été conçu avec les normes AFNOR, donc il n'y a que des raccourcis clavier, etc. Mais il n'est pas nativement accessible. Alors, on avait travaillé à l'époque à ce qu'il puisse être utilisé avec des outils annexes pour les malvoyants, par exemple, avec des outils de zoom, etc. On s'assure que les raccourcis clavier, la tabulation soient corrects, mais on n'aura jamais le 100% accessible sur cette appli. Par contre, là, on est parti sur une refonte de nos outils métiers, sur une modernisation de nos outils métiers, et tout ce qui est en train d'être développé avec les mêmes technologies que le Café Faire, il y a un travail sur l'accessibilité qui est fait. Mais on va dire qu'on investit et on fait le focus sur ce qu'on est en train de reconcevoir, et on n'essaye pas de perdre de l'énergie, enfin de perdre, c'est peut-être pas le bon terme, mais sur notre... De prioriser sur voilà, c'est ça. Les applications métiers. On n'a pas les moyens de tout faire. Alors j'ai une autre question pour Julie qui développe. Julie, est-ce que les développeurs codent accessible? Malheureusement, pas vraiment. C'est un vrai sujet parce que les développeurs n'ont pas de sensibilisation aux normes d'accessibilité. Pourtant, coder accessible, c'est respecter des normes, les normes du W3C, les normes WCAG, et effectivement, non, c'est pas le cas. Nous,
on sensibilise justement les développeurs à ça parce que ça ne fait pas partie des cursus universitaires ni des formations d'analyse programmeur en général. Et donc c'est plus large, hein, c'est sur la qualité du code. Enfin, on est obligé de mettre, on peut faire des audits sur la qualité du code, etc. Mais nativement, il faut la surveiller, la qualité du code et l'accessibilité, pareil, quoi. Tout à fait. Et donc, quand on sous-traite les développements, c'est un enjeu, oui, la sous-traitance, puisqu'on est tous à utiliser des prestataires de services en matière de développement. Donc, c'est vrai que les sociétés de services, là aussi, sont, me semble-t-il, quand même assez en retard sur les compétences de leurs ressources vis-à-vis de l'accessibilité numérique. C'est clairement difficile, sur des profils, je dirais, standards des développeurs, de trouver des gens qui ont été sensibilisés. Donc je pense que vous en parliez quand on avait discuté préalablement de l'émission, que vous mettiez aujourd'hui dans vos prestations, dans vos marchés, donc c'est nous aussi, on inclut, marché qu'on a passé là récemment, qu'on a repassé récemment, on inclut cette exigence qu'il y ait au moins sur les profils de développeurs une sensibilisation, voire une formation aux normes d'accessibilité au RGA pour qu'effectivement, derrière, on ait des consultants, des ingénieurs qui viennent respecter autant que possible ça ne changera pas le travail de Julie qui devra contrôler la qualité de ce qui est produit sur ça, mais effectivement, si à la base, et c'est ce qu'elle fait sur les équipes en place, elle essaye effectivement d'accompagner, de donner des bons exemples et d'accompagner à former ces gens-là, mais on ne peut pas systématiquement toujours remettre sur la table cet effort de formation et de sensibilisation sur des profils quand même qui aujourd'hui devraient faire partie de leur base. Voilà, comme d'autres problématiques de maîtrise, de développer en termes de sécurité informatique, qui aujourd'hui aussi n'est pas la panacée en matière de prestataires de services. Donc ça, c'est des enjeux, et c'est pour ça qu'on devient de plus en plus exigeant, certainement, dans nos prestations d'achat. Alors on pourrait en reparler d'ailleurs des prestations d'achat, c'est un des axes où on a aussi, nous, travaillé avec le service marché pour qu'ils incluent aussi dans tout achat, que ce soit de contenu numérique ou que ce soit d'achat de logiciels qui va se retrouver in fine accessible via le web pour tel ou tel utilisateur, de rajouter ces exigences. Ça peut en exclure beaucoup, en fait. Ça, alors, c'est, jusqu'à présent, c'était bien le côté délicat, c'est que quand vous avez aujourd'hui en termes de réponse, mais aucun logiciel qui est conforme au RGA et qui même dans sa roadmap n'a pas prévu grand-chose, qu'est-ce que vous faites? Ou quand vous avez un de ceux-là qui effectivement fait un effort particulier, mais qui en termes de couverture fonctionnelle est totalement à la rue par rapport aux autres offres. C'est compliqué aujourd'hui de faire valoir cette exigence comme étant la seule et unique pour pouvoir choisir une solution. Mais ça évolue là-dessus aussi, et ça devient aussi, je dirais, parce que les éditeurs n'ont pas envie de perdre quand même les administrations publiques et demain les grandes entreprises privées qui sont assujetties à ces obligations-là, donc ils font des efforts. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on commence à voir que les éditeurs ont pris mis dans leur roadmap ces choses-là. Mais ils ont... c'est lourd pour un éditeur dans un logiciel énorme de rattraper le retard. S'il est trop important, c'est quasiment une mission impossible. Donc, mais ça va devenir un enjeu et quelque part, on peut aussi, au niveau institution, être une force de frappe pour essayer de négocier et d'imposer aussi à certains éditeurs de logiciels d'aller un peu plus vite que ce qu'ils auraient l'envie de faire sur ces questions-là. Je pense que l'administration publique doit leur rappeler que s'ils veulent travailler pour nous, il va falloir qu'ils soient rapidement conformes également, en conformité sur ces obligations, oui, tout à fait. Et une dernière question, qui peut faire un audit derrière cette question, je pense, quelle est la compétence qui est nécessaire pour faire un audit ou accréditation, je ne sais pas, pour réaliser un audit de conformité Alors, je pense que Julie, qui vient de se reformer, puisqu'elle a refait une formation la semaine dernière pour justement se recertifier pour une auditeur. Voilà. Ouais. Donc il y a aujourd'hui des organismes spécialisés qui peuvent justement faire passer la certification. Je te laisse la parole, Julie.
Tout à fait. Donc, il y a des organismes qui délivrent cette certification et j'ai fait une semaine de formation en tant qu'auditeur. Je vais repasser la certification, mais il y a des organismes de formation comme Access 42, entre autres. La référence, c'est l'Access 42. Oui, c'est Access 42 la référence. Par exemple, Avencode, c'est Access 42. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais à part eux, nous, je ne sais pas si tu en connais d'autres, je dis, mais a priori, il y en a d'autres. Mais historiquement, c'était eux qui étaient à la base des premières normes avant que le gouvernement récupère ces normes pour en faire le RGA. Donc, ils sont compétents depuis très très longtemps. C'est eux qui m'avaient formé aussi à l'époque d'AccessiWeb en 2008. Et ouais, vraiment, ce sont des pointures en accessibilité. Mais c'est quand même une niche, donc c'est pas évident. C'est une niche. Oui. Nous, Avencode, on les a guidés, on leur a dit spécialisez-vous là-dedans. Ils se sont fait former pour Access 42 et maintenant c'est notre partenaire de référence. Ok. Eh bien, donc il n'y a plus de questions, donc nous allons devoir clôturer cette émission passionnante. Donc je tiens à vous remercier tous, donc je tiens à remercier également les participants. Je vous remercie aussi d'avoir respecté votre temps de parole, c'était important, et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et donc j'espère en tout cas que cette émission vous aura éclairé sur les enjeux et les défis de l'accessibilité numérique et surtout du 100% accessible à la sécurité sociale. Donc cette émission est donc la dernière de l'année pour l'atelier numérique et donc on se retrouvera en 2024 avec une nouvelle feuille de route. Je vous dis à l'année prochaine et très bonne fête de fin d'année.